Nessa Karman, bonjour, merci pour votre présence à Vidi. Pouvez-vous nous parler de votre dernier ouvrage, L'Ange Blanc, les enfants de Tchernobyl sont devenus grands, en quelques mots s'il vous plaît. En fait, ces 30 dernières années, quasiment tous les reportages qu'on voyait sur ce sujet montraient à peu près la même chose. Parlaient de mort, parlaient de cancer, parlaient de cette ville déserte. Et année après année, on nous remontre un peu les mêmes éléments. Et j'avais envie, c'est quelque chose qui est venu un peu par accident, j'avais pas prévu de faire quelque chose sur Tchernobyl, mais j'avais prévu de faire quelque chose sur la ville de Slavutich, qui est en fait une conséquence un peu accidentelle de l'accident. Cette ville est née après l'accident parce qu'il fallait garder des travailleurs. Si le réacteur 4 a explosé, les réacteurs 1, 2 et 3 étaient toujours opérationnels. Et jusqu'en l'an 2000, la centrale de Tchernobyl, avec ses réacteurs encore opérationnels, produisait de l'électricité. Ça peut sembler bizarre, mais voilà, c'est le cas. Et du coup, il a fallu créer une ville pour ses ouvriers. Et c'est pour ça qu'est né Slavutich. Mais ce qui m'a attiré là-bas, c'est que c'est la ville la plus jeune d'Ukraine. C'est la ville la plus jeune d'Ukraine d'abord parce qu'elle n'existait pas avant 88, mais aussi parce que sa population est la plus jeune. Et j'avais d'abord décidé de travailler sur la jeunesse, et puis progressivement ce reportage sur la jeunesse est devenu un reportage sur comment on devient adulte, donc quelque chose de plus universel, et comment on devient adulte, comment on négocie entre les rêves de l'adolescence et la réalité de l'âge adulte, surtout dans un contexte d'un pays en guerre. Qui venait de sortir d'une révolution, enfin le projet a commencé avant la révolution et puis s'est terminé après. Donc beaucoup de challenges et beaucoup de symboles aussi, parce que cette jeunesse, en travaillant à Tchernobyl, pour eux c'est juste un travail, c'est une source de revenus, mais derrière au niveau symbolique, ils sont en train de réparer ce que leurs parents ont laissé en ruine. Donc il y avait beaucoup de beaux symboles qui m'intéressaient et que j'avais envie de pouvoir partager avec le monde. Un peu autre chose que les cancers et puis des immeubles abandonnés. Est-ce que vous voyez, vous, un lien de cause à effet, même lointain, entre Tchernobyl et le début de la perestroïka ? Tchernobyl était un des symptômes. Bon, l'accident n'a pas eu lieu à cause des défaillances de l'URSS, quoique il y a quand même eu des problèmes au niveau de la chaîne d'information. Mais bon, je ne suis pas un spécialiste du nucléaire, mais c'est vrai que on sentait l'affaiblissement et Slavutich est aussi en cela un symbole assez intéressant parce que l'accident de Tchernobyl était une grosse humiliation pour l'URSS et en construisant Slavutich, ils ont voulu montrer au monde qu'ils étaient encore capables de faire des grandes choses et Slavutich était une espèce de parc d'attractions parfait du monde soviétique puisqu'il a été construit par 8 républiques soviétiques très rapidement et il symbolise vraiment cette union des peuples. Donc la ville a été créée, d'une part techniquement il fallait la construire rapidement, donc on a eu besoin de cette union des travailleurs, mais ils ont vraiment insisté aussi sur cet élément identitaire en disant voilà, cette ville est le fruit de cette solidarité qui est toujours encore bien vivante. Mais Slavutich est aussi une ville qui était ancrée un peu dans la modernité puisque, contrairement à d'autres, elle n'avait pas de statue de Lénine par exemple. Donc on était déjà dans une évolution, un peu une réadaptation qui était bien en vigueur à ce moment-là, des idées communistes. Et donc oui, on peut sentir effectivement autour de tout ce qui gravite autour de la question de Tchernobyl les derniers moments du monde soviétique. Et en même temps, voilà, l'après Tchernobyl a aussi été une opération de communication importante pour ce monde soviétique. Vous étiez donc parti initialement pour photographier l'architecture avec une vision d'urbaniste et vous avez rencontré Yulia. Qui est Yulia ? Oui, j'ai eu de la chance de rencontrer Yulia parce que ces vues d'architecture, c'était un peu ennuyant et j'aurais pas intéressé grand monde en montrant des photos que tout le monde a déjà vues ou en tout cas tout le monde pense avoir déjà vues parce que ces immeubles, on les voit dans tous les reportages sur l'ex-monde soviétique. Et en avril 2012, j'avais commencé ce reportage en février 2012, mais en avril, j'étais vraiment à 2 doigts d'abandonner. Il faisait moche, il faisait froid, je m'ennuyais. C'est une ville où on s'ennuie assez vite, étonnamment. Et j'étais vraiment sur le point d'abandonner. Et le soir même, dans un parc, je vois un garçon et puis une fille qui lui sautait dessus, qui essayait de l'embrasser. Les deux étaient un peu bourrés. J'essayais de faire des photos, mais il faisait tellement sombre que j'arrivais pas bien à faire la netteté. Elle me voit avant que j'arrive à avoir ma photo. Elle commence à me parler en russe. Moi, je lui réponds avec ma phrase vraiment basique en russe pour expliquer que je suis un photographe suisse, que je fais un reportage sur la ville et demander si j'ai la possibilité de faire une photo.
Et directement, elle embraye sur l'anglais parce qu'elle remarque que mon russe, ça va pas le faire. Et par chance, elle parlait un peu anglais. Et elle me demande où j'habite. Elle habitait un peu dans le même quartier que moi, donc on marche ensemble. L'autre garçon s'en va. Elle dit bon, on s'en fout. Et je lui explique un peu mon projet qui était de voir comment la jeunesse de cette ville vit. Et elle me dit ça tombe bien, j'ai pas de boulot, pas de copains, j'ai du temps. Donc si tu veux, je peux te montrer la ville. Et ça n'a pas manqué puisque dès le lendemain, elle me présentait à ses amis. Et au début, elle était un peu comme une espèce de guide. Elle m'a ouvert les portes de tout son réseau, y compris des gens dont elle n'était pas forcément très très proche, mais elle pensait que ça pourrait être intéressant pour moi d'avoir une vision très large de la jeunesse dans cette ville. Et j'ai du coup photographié sa vie, mais aussi celle d'autres personnes, Kirill et un tas d'autres personnages. Mais au fil des mois et des années, c'est sa vie qui est devenue la plus intéressante parce qu'il y avait plein de petites péripéties alors que les autres étaient relativement constants. La question de la radioactivité, c'était quelque chose d'assez amusant et intéressant pour moi parce que, en tant qu'étranger, on a plein de préjugés à propos de cette région, à propos de ce danger. Un peu les mêmes qu'on a avec d'autres problèmes comme la malaria ou d'autres maladies ou d'autres sources de problèmes qui se passent dans d'autres pays et puis qu'on ne peut pas vraiment comprendre de chez nous. Et durant les premières promenades avec Yulia, une fois je lui demande comment ça se passe avec la radioactivité? Est-ce que vous avez des choses particulières, des contrôles médicaux à faire quand on vit dans une ville comme Slavoutich? C'est ces questions typiques que je pense la plupart des gens se posent. Et puis elle m'a regardé comme si j'étais en train de poser une question, presque la question la plus bête du monde. Et puis elle me dit non, je vais très bien, pourquoi tu as l'impression que je vais pas bien? Je suis pas plus malade que toi ni mes amis. Et non, on va bien. Et en fait c'est vrai qu'après je l'ai vu en suivant aussi des gens qui travaillent à Tchernobyl, ils ont des contrôles assez précis, ils ont des outils qui mesurent combien de radioactivité ils captent durant la journée, durant l'année. Il y a plein de champignons qui poussent autour de Slavoutich. Et il y a une forêt qui entoure la ville. Et les vieux aiment bien aller les ramasser. Et je pense que là, le problème, c'est pas vraiment la radioactivité. Mais une fois, Yulia voyait des photos que j'avais prises avec des vieux qui ramassaient des champignons. Et puis elle me dit, mais c'est vraiment n'importe quoi. Parce que régulièrement, la municipalité spraye des insecticides dans la forêt autour de la ville pour éviter qu'il y ait trop de moustiques et d'insectes. Et puis ces insecticides se retrouvent aussi sur ces champignons et les rendent en théorie impropres à la consommation, mais il n'y a aucun panneau ou rien qui est mis pour informer les gens à propos de ça. Donc je pense qu'il y a des problèmes plus directs encore que la radioactivité.